Grand B, le tournant de l'affaire Dreyfus, 1894-1906. La République qui entre dans l'affaire Dreyfus au cours des années 1894-1898 est donc un régime de plus en plus conservateur qui exalte la grandeur de l'armée et de la conquête coloniale. Elle a tenté d'apaiser les querelles avec l'Église tout en réprimant fortement les aspirations du monde ouvrier. La France est d'autre part gagnée par un antisémitisme rampant et une xénophobie populaire. La montée en puissance du journal La Libre Parole d'Édouard Drumont suite aux révélations qu'il a faites dans l'affaire dans le scandale de Panama est symptomatique d'une période très difficile et symptomatique d'une période de crise identitaire. Particulièrement violent, La Libre Parole est un journal populaire qui joue un rôle considérable dans la montée de l'antisémitisme et de la xénophobie. Ce contexte est particulièrement fort dans l'armée où les duels se multiplient entre officiers juifs et catholiques. En effet, de nombreux officiers, inquiets de la concurrence des nouveaux corps issus de la Polytechnique, dont sortent certains officiers juifs, se réfugient dans un catholicisme très marqué par l'antisémitisme. Le capitaine Alfred Dreyfus fait partie de ces jeunes officiers. Né en 1959, alsacien et juif, polytechnicien brillant, il est arrêté en octobre 1894 à la suite de la découverte d'une tentative d'espionnage pour le compte de l'Allemagne. Sa culpabilité est proclamée par le ministre de la Guerre, le général Mercier, avant même son procès. Les révélations sont faites au journal Le Figaro, ce qui déclenche une campagne antisémite de première ampleur. Le procès qui s'ouvre en décembre 1894 repose sur des preuves bien faibles. Effectivement, l'expertise très controversée d'un fameux bordereau retrouvé par une femme de ménage dans la poubelle de l'attaché militaire de l'ambassade d'Allemagne divise les experts. En décembre 1994, le Conseil de guerre le condamne finalement à la dégradation publique et à la déportation à vie à l'île du Diable. Dans les 3 années qui suivent, plusieurs personnalités mènent leur propre contre-enquête et parviennent à la conclusion du complot contre Dreyfus et à son innocence. Le lieutenant-colonel Picard, à la tête du service de renseignement militaire, découvre lui-même le véritable coupable, un officier corrompu, le commandant Esterhazy. L'armée réagit en mutant Picard et en organisant un procès d'Esterhazy où celui-ci est immédiatement innocenté. Le gouvernement de Méline nie toute l'affaire Dreyfus. Émile Zola, écrivain parmi les plus importants de l'époque, rédige alors une lettre qu'il publie dans le journal L'Aurore de Clémenceau, sous le titre « J'accuse ». On voit donc là que derrière le cas individuel de Dreyfus, il y a une véritable bataille politique, puisque sous l'étendard des anti-Dreyfusards, puisque Clémenceau va devenir la figure de proue. Clémenceau, chef des radicaux, va devenir la figure de proue des Dreyfusards défendant les droits de l'homme contre un régime qui tente à se rallier à une dimension xénophobe, antisémite et réactionnaire. La lettre de Zola relance l'affaire et contraint le gouvernement à réagir. Ce sera le procès de Zola, mais conçu de manière à ne pas parler de l'innocence ou de la culpabilité de Dreyfus. Le procès tourne à l'avantage de Zola et des Dreyfusards, mais un coup de théâtre survient alors. Le général de Pellieu fournit une preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus. En fait, un faux grossier fabriqué en 1896. Zola est condamné, mais pour se protéger de tout risque, le ministre de la Guerre prépare un nouveau dossier secret fabriqué de toutes pièces pour masquer les faux et l'illégalité du procès de Dreyfus. La Cour de cassation annula le procès de Zola et la presse nationaliste se déchaîna alors contre les juges. Le nouveau procès, à peine ouvert, est suspendu et Zola, menacé, est obligé de fuir en Angleterre. Au cours de l'été 98,
L'affaire bascula lorsque le faux d'Henri fut reconnu et que celui-ci, contraint d'avouer, se suicida. Le gouvernement fut alors obligé de concéder la révision du procès, réclamée depuis des mois par les Dreyfusards. L'affaire prit alors une dimension de crise politique majeure et causa la chute du gouvernement en septembre. Le soir du 23 février 1889, pour les funérailles du président Félix Faure, mort quelques jours plus tôt, Déroulède, Barrès et les nationalistes manifestent violemment et tentent un coup d'État. Mais l'armée refuse de suivre ces aventuriers et le coup d'État échoue lamentablement. Le gouvernement qui avait cautionné jusque-là la démarche de l'armée tente d'étouffer l'affaire tout au long de l'année 98-99. Le 3 juin, la Cour de cassation cassait le jugement de Dreyfus, ouvrant la porte à l'acquittement. Les nationalistes se déchaînèrent et le gouvernement tomba. Une grave crise s'ensuivit et les manifestations dans tout le pays. L'année 98-99 voit se multiplier les affrontements de rue, les campagnes de presse féroces. La France est profondément divisée. Au-delà du cas de Dreyfus, on voit bien que c'est la vision de la société et de la France qui est en jeu. Socialistes radicaux et républicains avancés se réunissent d'un côté, la droite conservatrice, les monarchistes, les bonapartistes se regroupent autour de la cause anti-dreyfusarde. Ils développent alors un fort antisémitisme et une forte xénophobie. L'affaire sera relancée en 1903 par Jean Jaurès et les Dreyfusards, qui obtiennent de la Cour de cassation en 1906 la réhabilitation de Dreyfus et sa réintégration dans l'armée. Les conséquences politiques vont être fortes en France, nous allons le voir dans le grand C, mais il faut bien noter que les conséquences ont été importantes également pour la communauté juive. Effectivement, les Juifs étaient bien intégrés depuis la Révolution française, ils avaient obtenu la liberté de culte, l'égalité citoyenne, et un proverbe juif dit « heureux comme un juif en France ». L'antisémitisme semblait réservé à l'Europe centrale et à l'Europe orientale. C'est ce à quoi croyait un jeune journaliste autrichien du nom de Theodor Herzl, qui, nommé par son journal à Paris, accueillit l'affaire Dreyfus comme un coup de poignard dans le dos. Conscient que l'antisémitisme était virulent même en France, il changea sa vision des choses et renonça en large partie à la vision intégratrice dominante. Il publia un livre en 1898, L'État des Juifs, dans lequel il prône la création d'un mouvement politique, le sionisme, qui doit viser à la création d'un État hébreu, dont la localisation n'est pas forcément la Palestine. Mais cette localisation s'impose progressivement. Theodor Herzl met en place un parti politique, met en place une organisation politique. Le sionisme va recruter des fonds afin d'installer des colons toujours plus nombreux en Palestine. De l'autre côté, il mène des actions diplomatiques visant à établir un réseau favorable à l'établissement de ce foyer national. Nous avons là les prémices de ce que sera l'État d'Israël. Vous reprendrez cette question l'an prochain dans la question. Vous reprendrez cette question l'an prochain dans le cas de l'étude du Proche et du Moyen-Orient.